Quel bonheur de retrouver le soleil, n'est-ce pas? Bonne humeur, bonne mine, bien-être sont à nouveau au rendez-vous. La vitamine D est repartie avec un système immunitaire boosté, une ostéoporose combattue. En résumé, le soleil recharge nos batteries. Et en même temps, il améliore certaines maladies de peau, psoriasis, eczéma, tout cela bien sûr à petite dose. Mais, car il y a souvent un mais en santé, il peut être aussi notre pire ennemi en favorisant, à cause d'une surexposition au soleil, le mélanome, un cancer de la peau. Il représente près de 18 000 nouveaux cas par an, ce sont 10% des cancers cutanés. C'est tout simplement le cancer qui progresse le plus dans notre pays. La détection précoce du mélanome est cruciale pour améliorer le pronostic de cette maladie. Alors, quels sont les dangers du soleil pour notre organisme? Quels sont les facteurs de risque de survenue d'un mélanome? Comment se développe-t-il? Dans le dépistage, l'IA remplacera-t-elle le dermatologue? Quel progrès dans le traitement du mélanome? Nous entendrons toutes les réponses de l'une des meilleures spécialistes du monde du mélanome, Caroline Robert, professeure à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay, chef du service de dermatologie à l'Institut Gustave Roussy. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous. Caroline Robert, bonjour. Alors, Bonjour. on va beaucoup parler bien sûr du mélanome, mais en fait, il y a plusieurs types de cancers de la peau. Il y a d'autres formes. Mais oui, bien sûr. En fait, le mélanome, on en parle beaucoup parce que c'est le plus grave. Mais les plus fréquents de loin, c'est les carcinomes. Ceux-là, ils se développent à partir des cellules de l'épiderme qu'on appelle les kératinocytes, qui sont bien plus nombreux que les mélanocytes à partir desquels peuvent se développer les mélanomes. Les mélanocytes, c'est ceux qui fabriquent le pigment. Donc, ils sont répartis régulièrement dans la peau, puis quelquefois, ils sont groupés. Et ça fait des grains de beauté qui sont tout à fait gentils et bénins, sauf quand il y a un mélanocyte qui décide de se transformer en cellule cancéreuse. Donc, ça peut partir à partir d'une peau sans grain de beauté ou dans un grain de beauté. Et là, ça donne un mélanome. Mais les cellules qui sont les plus fréquentes, les plus abondantes dans notre peau, dans notre épiderme, ça s'appelle les kératinocytes. Et ceux-là, ils peuvent donner des cancers. Donc, on les appelle des carcinomes. Ils sont beaucoup plus fréquents, mais c'est vrai qu'ils sont moins graves parce que dans la grande majorité des cas, on les enlève avec la chirurgie, qui n'est pas forcément une chirurgie très énorme, si c'est tout petit, ça fait une petite cicatrice. Et on est le plus souvent tranquille, mais il ne faut quand même pas les laisser pousser trop. Donc parfois c'est une nouvelle tache, un nouveau grain de beauté qui apparaît, ou parfois ça part d'un grain de beauté préexistant? Oui, exactement. C'est quoi un grain de beauté? C'est un groupement. En fait, c'est assez horrible de dire ça, mais c'est une tumeur bénigne. Si vous voulez, c'est un amoncellement de cellules qui sont bénignes, qui sont des mélanocytes, qui se mettent en tas et qui peuvent même être assez nombreuses pour faire un relief. On a des grains de beauté parfois en relief. D'ailleurs, ça inquiète beaucoup les gens, mais ils ne sont pas du tout plus dangereux que ceux qui sont plats. Mais c'est un regroupement de mélanocytes. Alors donc le problème, en fin de compte, qu'est-ce qui va alerter? Qu'est-ce qui va faire que ces grains de beauté avec lesquels on vit, et on trouve ça ou beau ou pas, mais qu'est-ce qui va faire qu'il faut s'alerter, qu'il faudrait consulter? Qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, il y a vraiment une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est leur changement. Parce que, évidemment, ils changent doucement au cours du temps parce que vous avez remarqué que, sauf exception, on ne naît pas avec. Donc il y a bien un moment où ça change parce que ça arrive sur notre peau. Donc, je ne parle pas de ce changement très lent ou même pendant la grossesse, quelquefois, il y a une efflorescence de grains de beauté. Je parle d'un changement qui va être plus rapide, qui va faire que votre grain de beauté, vous étiez habitué à le regarder, il avait un aspect, puis tout d'un coup, il a un relief différent, où il change de couleur, où il se met à devenir un peu croûteux en surface, il s'étale. Enfin, ça, c'est un changement qui nous dit, oula, là, il est en train de se passer quelque chose. Et j'ai un espèce j'ai un leitmotiv, je dis vraiment aux gens que les meilleurs sentinelles pour détecter les mélanomes, c'est vraiment eux-mêmes. Et il faut qu'on n'hésite pas, tous, chacun, à avoir des photos de notre corps. Franchement, on a tous des iPhones des téléphones qui font des super photos. Et on photographie tout et n'importe quoi quelquefois, jusqu'à photographier nos plats dans les restaurants. Et on n'a même pas des photos de notre corps. Et ça
Ce serait vraiment utile parce que quand on va aller chez le dermatologue, parce que tout d'un coup, on va entendre un podcast sur les mélanomes, on va se dire oula, j'ai peur d'avoir un mélanome, je suis sûre que ça, c'est vraiment quelque chose de bizarre. On va prendre rendez-vous auprès de son dermatologue et la première chose qu'il va vous dire, c'est ça a changé, c'est là depuis quand, et on va le regarder avec des yeux ronds parce qu'on va être incapable de savoir, parce qu'on n'a pas de photos. Et si on avait des photos d'il y a 3 ans où on voyait qu'il était exactement pareil, on serait tranquille. Sans sombrer dans la psychose, quelle est la bonne fréquence pour cet auto-examen? Moi, je pense qu'il faut avoir au moins une fois des photos de chaque partie de son corps en prenant des plans assez éloignés. Par exemple, un hémithorax, donc enfin le haut du tronc, le bas du tronc, de face, de profil. Et on les a une fois, on se les met dans son téléphone, on se les imprime et on les regarde, je ne sais pas, une fois par an peut-être. Ou sauf si on a une question sur un... Voilà, faut pas les regarder tous les mois, ça sert à rien. Mais c'est une bonne référence. C'est facile à faire, c'est facile à avoir et c'est pas forcément hyper stressant. Alors le soleil est bien sûr le coupable tout désigné. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui favorisent la survenue du mélanome? Alors oui, quand même, le mélanome, il est plus fréquent chez les gens qui sont immunodéprimés. C'est bon, heureusement, c'est pas le cas le plus fréquent. Mais ce qui est très fréquent et qui expose au risque de mélanome, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui sont génétiques et qui d'ailleurs sont parfois évidentes. Les gens qui ont la peau claire, les gens qui sont blonds, roux, qui ont les yeux clairs, ceux-là, on sait qu'ils ont un risque beaucoup plus important de faire un mélanome. D'ailleurs, c'est proportionnel au risque de coup de soleil. Tout se tient, hein. Le coup de soleil, c'est un facteur de risque de mélanome, et qui prend des coups de soleil, ben, c'est pas trop les gens qui ont la peau très très foncée, c'est plutôt les gens qui ont la peau très claire. Et il y a aussi un autre facteur de risque qu'on ne peut pas contrôler et qui est lié aussi à la génétique, c'est que on a des familles où un gène qui prédispose au mélanome peut se transmettre. Ce qui fait que nous, quand on a un patient qui arrive, on lui pose comme question systématiquement, on lui demande, est-ce que dans votre famille, il y a des gens, vos parents, vos cousins, vos grands-parents, qui ont eu des mélanomes? Parce que c'est un cancer qui fait peur, mais c'est quand même pas hyper fréquent. Donc, quand on a un parent proche ou 2 parents proches qui ont eu un mélanome, nous, ça nous fait tiquer et on va proposer de chercher ces mutations dans un gène de prédisposition. Donc ça, c'est des facteurs de risque génétiques. Le soleil, c'est un facteur de risque environnemental. Et une immunodépression, par exemple, liée à un médicament aussi, c'est un facteur de risque acquis. Il y a un autre facteur de risque qui est génétique, c'est les enfants qui naissent avec des grands névus à la naissance, des grands névus congénitaux. Pas les petits qu'on a à la naissance, qui font quelques centimètres, mais si on a un grand névus qui fait plus de 10, 20 centimètres à la naissance, on sait quand même qu'il faudra, ce serait mieux même de l'enlever. Il faudra bien surveiller si on ne peut pas l'enlever. On essaye de les enlever. Vous, avec l'expérience, vous arrivez à l'œil nu à détecter un mélanome ou un carcinome, ou bien ça passe systématiquement par la biopsie? Alors, quelquefois, on est sûr de notre diagnostic quand c'est très, très facile. Puis bon, quand on a un peu d'habitude, on se trompe un peu moins, quand même, heureusement. Mais quelquefois, on a besoin de... De toute façon, on va toujours faire une biopsie, hein. On en a besoin sur le plan médico-légal. On ne va pas faire un traitement sans biopsie, mais quelquefois, c'est pas facile, hein. C'est pas toujours facile de faire un diagnostic de mélanome. Ça peut ressembler à une lésion bénigne, à un grain de beauté un peu bizarre. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de grains de beauté, un petit peu bizarres, un peu bicolores, avec des contours mal dessinés. Et on ne va pas leur enlever tout, hein. Donc alors du coup, on s'aide beaucoup des photos. On a même des logiciels qui nous aident à montrer les choses qui se modifient. C'est difficile pour certains. Enfin bon, pour vous répondre, on n'est pas toujours sûr de notre diagnostic et de toute façon, au moindre doute, on va enlever la lésion et l'analyser au microscope. Pour ça, on a un peu plus de chance que des collègues qui travaillent dans des organes internes, parce que nous, c'est facile d'enlever une lésion. Bon, évidemment, si c'est au milieu de la figure, ça va être plus embêtant, mais quand c'est ailleurs sur le corps, en général, les gens sont d'accord, même si on leur dit qu'on n'est pas sûr à 100%. Alors le problème, bien évidemment, c'est de trouver un dermatologue, parce qu'une fois qu'il y a un doute, les délais de rendez-vous sont relativement longs, hétérogènes en France, c'est vrai. Est-ce que, en fin de compte, vous utilisez du matériel qu'on appelle un dermatoscope, qui permet une grosse loupe avec de la lumière? Est-ce que Oui. l'intelligence artificielle peut aider à ce dépistage?
Mais je pense que ça va être une énorme aide. C'est en train de se mettre en place. Ça, il y a déjà des logiciels qui aident. C'est pas complètement au point et je pense que ça va pas complètement remplacer l'homme parce que on peut se focaliser sur une lésion et être rassuré parce qu'au dermoscope elle est rassurante et puis on n'a pas regardé ailleurs et peut-être qu'on a un mélanome ailleurs sur le corps. Donc euh, ça va être très utile. Ça l'est pas encore complètement. Et moi, on m'envoie souvent des photos et parfois c'est évident, mais c'est rare. Souvent, je dis, j'aime mieux voir la lésion quand même en vrai. Donc, je pense que ça va être un super outil. On n'est pas encore tout à fait au point. Super outil pour le grand public ou pour vous, professionnels, ou pour les deux? Ah, les deux, les deux. Je pense que ce sera des outils un peu différents, mais pour les patients, il va falloir sans doute un peu plus de travail. C'est également le cas parce que je vous dis, le patient, il va peut-être tiquer sur une lésion. Souvent, les gens sont inquiets quand il y a un grain de beauté en relief. Comme je vous dis, c'est pas forcément les pires. Et donc, s'il prend en photo celui-là, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait regardé tout son corps. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un peu gênant. Alors peut-être qu'un jour, on pourra rentrer dans une cabine, qu'on sera scanné. On travaille avec des chercheurs qui essayent de mettre au point Il y en a déjà des appareils comme ça, ils sont en train de progresser très rapidement. Mais est-ce qu'un jour, on rentre dans une cabine, on nous scanne toute la surface du corps et on nous dit, là, c'est bon, tout va bien. Ah, là, celle-là, elle est... Moi, je pense qu'un jour, ça arrivera. Ça n'existe pas encore. Alors vous dites souvent que le mélanome, le cancer le plus grave, est celui pour lequel la médecine a fait le plus de progrès. Ça veut dire quoi? Ah oui, on a vraiment... on est... En fait, il y a avant 2011, avant les premières immunothérapies avec des anticorps qui bloquent des freins physiologiques du système immunitaire, souvent on utilise le mot anglais immune checkpoint inhibitor, mais c'est, disons, bloqueur des points de contrôle immunitaire. C'est des molécules qui sont dans notre système immunitaire tout à fait normalement pour que notre immunité ne s'emballe pas dès qu'on réagit contre un antigène. Et il y a un frein, sinon on ferait tous des maladies auto-immunes. Et donc ce frein dans le cancer, nous on le bloque avec des anticorps qui vont se fixer dessus. Et c'était, d'ailleurs ça a valu 2 prix Nobel, un américain et un japonais. Et c'est le premier de ces médicaments, de ces anticorps, a été mis sur le marché en 2011. Et alors que les patients qui avaient des mélanomes, parce qu'on n'a pas dit, donc le mélanome il est sur la peau, il ne faut quand même pas trop paniquer si on a un mélanome sur la peau, parce que dans 80% des cas, on va l'enlever et on ne va pas avoir de métastases qui vont se développer. Le risque du cancer, en fait, c'est que des cellules soient parties de ce mélanome avant qu'on ne l'enlève et qu'elles créent des métastases à distance. C'est ça vraiment le danger du cancer. Et ça, malheureusement, ça arrive dans à peu près 20-25% des cas. Le patient, on lui a enlevé un mélanome, donc il croit qu'il est débarrassé, et on lui dit il faut vous surveiller. Et pourquoi il faut le surveiller? Pour 2 raisons. Parce que d'abord, il risque un peu plus de faire un deuxième mélanome qu'une autre personne qui n'en a pas eu. Et deuxièmement, parce que malheureusement, parfois se développent des métastases à distance dans le temps. Ça veut dire que c'est pas qu'elles sont arrivées par hasard, c'est qu'elles étaient déjà là, mais qu'elles n'étaient pas visibles parce que pas assez grosses. Dans 8 cas sur 10, donc vous dites que la chirurgie suffit, et si ça ne suffit pas, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, juste, j'ai fait une digression pour vous parler des progrès thérapeutiques. En fait, quand il est métastatique non opérable, quand il y a trop de métastases pour qu'on aille opérer et que c'est pas logique d'aller opérer, ça sert à rien parce que on sait que le mélanome a diffusé. Eh bien, à ce moment-là, nous, on n'avait pas de traitement qui vraiment prolongeait la vie des patients et il y avait des décès en moyenne en moins d'1 an. Enfin, c'était une maladie très, très, très grave parce que les métastases, elles pouvaient aller se mettre à peu près n'importe où, y compris dans le cerveau et dans des organes où s'il y a quelque chose qui pousse, ça met en jeu le pronostic vital. Donc, c'était assez terrible. Et puis, donc, arrive le premier immunothérapie en 2011 qui nous permet de voir qu'il y a un petit nombre de patients qui guérit, enfin vraiment qui
qui répond bien au traitement, les métastases diminuent. Alors, c'était pas beaucoup de patients, mais c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Une courbe de survie très plate, mais un peu basse quand même. Il n'y avait pas beaucoup de réponses, mais ceux qui répondaient, ils répondaient très très longtemps, et il y en avait qui étaient guéris. Et en plus, on a eu de la chance parce qu'on a eu l'immunothérapie et en même temps sont arrivées les premières thérapies ciblées aussi. Il faut dire que dans la moitié des cas, le mélanome, il peut bénéficier d'un traitement ciblé. Là, ce n'est pas des anticorps qu'on injecte par voie intraveineuse, c'est des cachets qu'on prend par la bouche et qui bloquent la prolifération des cellules cancéreuses. Alors, les thérapies ciblées et l'immunothérapie sont arrivées en même temps. Il y a eu une première génération de ces deux types de traitements en 2011. Et après, en 2014, on a eu une deuxième génération avec des immunothérapies plus puissantes, avec des taux de réponse autour de 40% et des réponses très longues, et les immunothérapies plus puissantes avec des taux de réponse très élevés. C'est-à-dire que les patients, dans 70% des cas, ils voyaient leur métastase diminuer. Mais malheureusement, avec les thérapies ciblées, les réponses, elles sont moins longues en durée. Et les patients récidivent beaucoup plus souvent qu'avec l'immunothérapie. Donc on choisit toujours de donner l'immunothérapie en premier lieu parce que même si ça marche moins souvent, quand ça marche, ça peut vraiment marcher très très bien. Et après, on a même combiné des immunothérapies, alors là avec une efficacité encore plus grande, mais c'est pas de la médecine douce, hein, l'immunothérapie, ça donne quand même des gros effets secondaires. Je vous disais que on bloque des freins, donc on active le système immunitaire d'une façon très importante et parfois les gens font un peu comme des maladies auto-immunes, ils activent trop le système immunitaire et ça peut être grave quand même. Mais bon, néanmoins, voilà, je vous disais qu'avant on avait des patients, on avait des taux de survie, on avait presque pas de survie à 1 an et maintenant on a un recul de plus de 10 ans. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à 10 ans, avec ce recul de 10 ans, on a la moitié de nos patients qui sont en vie. Donc on est passé de presque 0% à 1 an à 50% à 10 ans. Donc c'est très très bien. C'est pas assez parce que ça veut dire quand même qu'il y a 50% des patients qui sont décédés. Mais c'est vraiment un immense progrès. Et puis surtout, en fait, on a ouvert la voie à ces immunothérapies pour les autres cancers. Ça marche dans plein d'autres cancers. Et vous envisagez d'autres progrès dans les années qui viennent, d'autres façons de traiter ? On espère bien parce qu'on n'est pas satisfait. Et puis je dirais que là, quand on a un patient qui ne répond pas au traitement, c'est très... c'était frustrant avant, c'est pas pire, mais je veux dire, on se dit mais pourquoi ça marche pas ici ? Et on est beaucoup, on est nombreux, y compris dans mon laboratoire, à travailler sur les mécanismes de résistance, à essayer de trouver des combinaisons thérapeutiques ou des séquences thérapeutiques pour contourner ces résistances. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde réponde au traitement, quoi. Est-ce qu'on peut rappeler les gestes de prévention par rapport au soleil ? Quelle est votre directive ? C'est 0 soleil ou un petit peu on regarde en fonction du niveau d'UV, crème solaire ? Ouais. Alors oui, c'est vrai que les discours sont difficiles à bien capter. Et en plus, on ne dit pas tous la même chose. Et même quand on dit la même chose, les patients n'entendent pas tous la même chose. Moi, je peux vous dire que je pense qu'on ne peut pas dire 0 soleil. D'abord, vous l'avez dit très bien au début, le soleil, ça fait du bien au moral et ça fait aussi du bien à la santé. Il ne faut pas prendre de coups de soleil. D'ailleurs, regardons les gens qui vivent dans les pays très ensoleillés. Ils ne prennent pas de coups de soleil, même quand ils ont la peau claire. Ils ne sont pas à se mettre allongés au soleil sans bouger. Enfin, ça, c'est une attitude qui est pas intelligente, en fait. Il faut préférer les vêtements aux crèmes solaires parce que les vêtements, ça protège beaucoup mieux que les crèmes. Et à part si on se baigne, je ne vais pas faire plaisir à certaines personnes, mais à part si on utilise des vêtements pour se baigner, il n'y a pas besoin d'acheter des vêtements à protection solaire, je ne sais pas combien. On n'a jamais pris des coups de soleil sous une chemise en coton ou un t-shirt en coton. Bon, si on met de la dentelle, d'accord, mais sinon, des vêtements avec une bonne toile, même légère, même du lin, ça protège bien du soleil. Et donc, les vêtements, les manches longues et les pantalons longs, légers, c'est quand même super. Évidemment qu'il faut pouvoir se mettre en maillot de bain et se baigner. Si on a fait un mélanome et qu'on a la peau très claire, il faut faire quand même bien attention, hein. J'ai une amie de ma nièce que j'ai vue ce week-end, il faisait très chaud, une très
adorable jeune fille rousse au soleil avec les manches nues. Elle était toute rosée avec son visage et ses bras nus. J'ai pas pu m'empêcher. Je me suis dit, oh, je vais l'embêter. Mais je lui ai dit, mais protège-toi du soleil. Là ça me fait mal de voir ça parce que c'est vraiment un peu dommage. J'aurais aimé la voir avec, je sais pas, une petite chemise avec des manches longues. Ça, il faut connaître son risque. Après, les crèmes solaires, eh bien, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on ne les met pas correctement. C'est pas possible de les mettre. C'est pas possible d'abord, on n'en met pas assez. Donc, nous, on a fait des études très, très sérieuses. Et je peux vous dire qu'en moyenne, on se met un quart de la quantité qui est calculée qui est utilisée pour calculer l'indice de protection. Donc, déjà, l'indice, on peut le diviser par 4. J'ai fait faire un test à des gens en leur disant que je faisais un test. Donc, ils s'appliquaient, ils ne payaient pas la crème. Donc, même comme ça, on met un quart de la quantité. Donc, ça veut dire que si on voulait se couvrir tout le corps, il faut beaucoup. On avait calculé qu'il faut le volume d'une balle de golf pour couvrir tout son corps. Et pourquoi il faut en remettre? C'est pas tant qu'elles sont pas rémanentes, parce que quand même, il y a beaucoup de progrès dans les crèmes solaires. Après, je vais pas rentrer dans les histoires de perturbateurs de l'écologie, perturbateurs endocriniens, etc. Mais je vous parle de la qualité pour protéger du soleil. Elle est très bonne. C'est des UVA et UVB protecteurs. Et si on la met correctement, si on n'oublie pas de zone, ça protège très très bien. Sauf que c'est impossible de ne pas oublier des zones si on ne le fait pas d'une façon obsessionnelle. Et là encore, on a fait des tests en prenant des photos de gens qui avaient mis la crème avant, et on prend des photos de façon à ce qu'on voit une photo sous UVA et on voit où est la crème. Et de façon évidente, il y a des zones oubliées. Donc c'est un peu encore plus dangereux, si je puis dire, parce qu'on se croit protégé et il y a des zones où il n'y a pas de crème. Donc la crème, il faut la mettre bien et peut-être pour parer à ces oublis, la réappliquer et la mettre sur les zones où on n'a pas de vêtements. Mais quand on va se baigner, moi je ne dis pas aux gens de jamais aller se baigner en maillot de bain normal. Ce qu'il faut, c'est que je pense qu'il faut limiter le temps où on expose beaucoup de peau au soleil. Et c'est vrai que si on y va en plein milieu de la journée où le soleil est au zénith, il vaut mieux se protéger. D'ailleurs, c'est quand même plus confortable. Alors, ce qui marche parfois un peu mieux pour que les gens soient attentifs, c'est de leur expliquer à quel point ça fait vieillir la peau quand même, l'exposition au soleil. Et ça, c'est pas que les coups de soleil, c'est l'exposition chronique. Moi, j'ai une photo, elle est connue, cette photo d'un monsieur qui conduit son camion toute sa vie. Ah oui. Et il a un visage complètement asymétrique avec un côté complètement ridé à la peau et toute affaissée. Et l'autre côté, la peau très, très bien, quoi, quasi normale. Ou alors les photos des sœurs jumelles, une qui a vécu au soleil et l'autre non. Ça, c'est assez dissuasif de se mettre au soleil trop. Un petit mot peut-être sur les UV artificiels. Il y a une idée un peu reçue qui dit on va préparer sa peau en réalisant des séances d'UV. Est-ce que c'est intelligent? Non, parce que ça commence juste à empiéter sur. Vous savez, on a cette notion de capital soleil, donc c'est un peu bête. On peut. C'est pas idiot de faire une exposition progressive, mais c'est pas la peine d'aller en prendre en plus avec des artificiels. Non, moi je suis contre les UV artificiels, sauf pour parfois soigner certaines maladies dermatologiques. Et puis en plus, les UVA, c'est quand même cancérigène. C'est moins énergétique que les UVB, mais quand même, ça peut induire des cancers. On ne comprend pas grand-chose d'ailleurs aux indices. La protection qui est affichée, 15, 30, 50, c'est contre les UVB. Ça, je peux vous expliquer. Oui, c'est la protection UVB et ça se calcule avec des volontaires sains, des gens dont on connaît la dose d'UV qui leur donne le début de la rougeur, c'est-à-dire on appelle ça la dose érythémateuse minimale. On sait qu'avec cette dose-là, le patient, 2 jours après, il va être un peu rouge, un tout petit peu. Et d'ailleurs, la dose érythémateuse minimale, elle est beaucoup plus élevée pour un patient qui a la peau noire que pour un patient qui a la peau très blanche. Et donc, cette dose érythémateuse minimale d'UV, si on met un écran 2, elle est multipliée par 2. C'est-à-dire qu'on peut rester 2 fois plus longtemps pour avoir le même érythème. Si on met un écran 4, pour avoir le même érythème, on va rester 4 fois plus longtemps. Donc, si on met un écran 50, ça fait 50.
Vous comprenez? Mmh. Et donc c'est que les UVB. Et Et parfois, après, il y a une d'autres. mention UVA. Bah, il faut, hein. Maintenant, Mmh. toutes les crèmes qui sont vendues en France et en Europe, elles ont forcément un filtre UVA. Il faut, parce que les UVA, pour le coup, ils ne brûlent pas. Ils font quelque chose, les UVA, qui est assez intéressant. Vous avez sans doute tous remarqué. Si on prend une journée de soleil et que le soir, on se dit « Ah, j'ai déjà bronzé », parce qu'on a déjà, même si on n'a pas brûlé, hein, on est un petit peu plus foncé. Et ça, c'est pas un bronzage, parce que le bronzage, c'est la mélanine qui va monter, qui va être fabriquée par les mélanocytes et qui va être transférée dans les kératinocytes sous-jacents. Ça, c'est le bronzage, mais ça arrive après quelques jours. Mais cette espèce de coloration immédiate, c'est les UVA. C'est comme une oxydation de la surface de la peau. Mais les UVA, ils brûlent pas, mais ils sont sournois parce qu'en fait, ils brûlent pas, mais ils font quand même des dégâts, ils font des radicaux libres, ils font vieillir la peau et à force, ils peuvent faire des mutations aussi. Merci beaucoup, professeure Caroline Robert. On rappelle que vous êtes chef du service de dermatologie de l'Institut Gustave Roussy. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou une note. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, Prenez soin de vous.